Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la nouvelle présentation du Tour de France. On va revenir sur les différents sprinteurs au départ de ce Tour de France. On va essayer de voir ceux qui peuvent aller chercher le maillot vert, ceux qui seront plutôt des chasseurs d'étapes. Les grosses surprises également du côté du sprint. Enfin voilà, j'ai créé, parce qu'on a créé, je suis tout seul, plusieurs catégories pour vous présenter un petit peu les différents sprinteurs de ce Tour de France 2023. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, mais surtout qui vous voyez favori. Mettez vos favoris dans les commentaires plutôt. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également faire un super thanks si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Vous pouvez vous abonner également du côté de Spotify. Et vous pouvez également aller voir TikTok, pas mal de contenu, notamment les présentations des différentes équipes. Du côté de ce Tour de France, on aura quand même quelques étapes de sprint. En troisième semaine, on peut en noter 3. C'est une semaine qui sera prolifique, mais même en début de course, on aura notamment une arrivée du côté du circuit de Nogaro, une arrivée à Bordeaux également qui sera très intéressante. L'étape de Limoges peut arriver au sprint. L'étape de Moulins également qui arrive au sprint. Donc il y a quand même quelques belles possibilités d'arriver pour sprinter. L'étape de Bayonne aussi. Donc vraiment, il y a des choses qui peuvent être très sympas pour les sprinters. Il peut y avoir vraiment une vraie bagarre pour le maillot vert jusqu'à la fin de la course, parce que vu que sur la troisième semaine, on a quand même 3 étapes qui peuvent convenir aux sprinters. Une victoire d'étape, c'est 50 points. Un sprint intermédiaire, c'est 25 points. Potentiellement. On a 3 fois 50. Ce qui fait 150 points, auquel on rajoute 75 points. Ça fait donc 225 points de distribuer quand même en troisième semaine. Et j'ai pas regardé les étapes de montagne où il y a peut-être des sprints intermédiaires en début de journée. Donc ça peut vraiment être une semaine où il peut se passer des choses, et peut-être qu'il y aura plus de bagarre pour le maillot jaune, mais peut-être qu'il y aura encore de la bagarre pour le maillot vert. On regarde tout de suite mes favoris. Pour ce maillot vert, je commence avec le premier qui est détenteur de ce dernier maillot vert, c'est Wout van Aert. On connaît les qualités de Wout van Aert, il passe partout, il est très fort au sprint, bien entendu. Là en plus, il va avoir une belle équipe autour de lui. Je rappelle quand même Christophe Laporte, Nathalie Van Hooydonck, Tige Benoot, notamment pour l'aider. Donc ça, c'est quand même déjà très très intéressant. Dylan Van Baarle aussi. Qui va pouvoir l'aider. Donc il va avoir un bon train, alors pas un train complet, mais déjà un bon train, même si, Van Aert, s'il y a toujours un problème, il est obligé de travailler pour Vingegaard, donc il n'a pas non plus, sur certaines étapes, il ne pourra pas s'échapper, contrairement à certains de ses adversaires. Ça reste quand même un super coureur, Wout van Aert. Il a eu une saison de classique, j'irais plus mitigée peut-être que d'habitude. Il y a moins eu de grands résultats, un petit peu plus en difficulté Wout van Aert. On a eu le sentiment quand même à certains moments qu'il n'avait peut-être pas forcément le rythme, complètement un grand niveau de performance, un grand niveau de forme à ce moment-là. Paris-Roubaix, il aurait peut-être pu aller chercher Paris-Roubaix, pas de chance pour lui. Crevaison, problème technique au mauvais moment. Le Tour des Flandres a été compliqué. Gand, il laisse la victoire à la porte. Et GPE3 qui l'a remporté, là, de manière plutôt très habile tactiquement, face à Van Der Poel et face à Pogacar, 3e également de Milan-San Remo. Mais c'est vrai que quand on regarde son début de saison, il n'y a que 2 victoires cette année pour Coco, c'est-à-dire victoire sur le championnat de Belgique du contre-la-montre et victoire sur le GPE3, et il a remporté également le classement par points du Tour de Suisse. Mais c'est pas si énorme que ça, et c'est vrai qu'on est en dessous de ses standards habituels. Il arrive donc pas avec la même confiance que d'habitude, Wout van Aert, et puis
là en plus cette année, on a quand même... j'avais un peu peur quand j'avais vu le parcours de ce Tour de France que les sprinteurs ne veuillent pas trop y aller. On avait pas mal de monde déjà sur le Tour d'Italie, mais là on a aussi une très très belle opposition sur ce Tour de France, et c'est vrai qu'il va falloir battre déjà des coureurs qui ont à peu près le même profil que lui. On peut penser à Guermeil notamment, mais il va falloir aller chercher aussi un Jasper Philipsen qui est très costaud. Il y a des coureurs qui vont aller chercher des étapes et qui vont aller piquer des points, Caleb Ewan, Groenewegen par exemple. Donc il va falloir être très bon pour Wout van Aert. Il a l'avantage aussi de bien passer la montagne, donc c'est vrai que pour lui les sprints de la 3e semaine peuvent vraiment lui convenir. Il va falloir voir également s'il n'y a pas une concurrence en interne avec Christophe Laporte. Ça n'a jamais été le cas chez Jumbo. Normalement ça ne devrait pas changer, mais on ne sait jamais. C'est vrai que Christophe Laporte, il a gagné une étape sur le Tour l'année dernière. Il prend de l'épaisseur dans cette formation. Ça peut aussi peut-être être un souci pour Wout van Aert. Mais si l'équipe est à son service, il a un super train. Bon, la confiance, elle est moyenne. Depuis le début sur les sprints, il n'a pas remporté de sprint massif pour le moment, Wout van Aert. Donc c'est vrai que par rapport à d'habitude, il arrive avec un peu moins de confiance. Voilà. Mais très frais physiquement, seulement 21 jours de course. Il a très peu couru cette année, donc il arrive quand même avec une très grande fraîcheur. On poursuit avec un deuxième favori, c'est Jasper Philipsen. Alors lui, déjà on connaît les qualités du secoureur. Jasper Philipsen, c'est le sprinter le plus complet aujourd'hui. Si on considère que Van Aert n'est pas un sprinter, un pur sprinter, lui c'est un pur sprinter mais qui est le plus complet aujourd'hui. Il a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires depuis le début de saison. Parmi ces victoires, donc le Depan Tour, le Schelde Prijs. Il a remporté également la première étape du Tour de Belgique. Il a également remporté 2 étapes sur Tirreno Adriatico. On rajoute à ça des deuxièmes places quand même sur Paris-Roubaix. Et il avait remporté également le Elfstede Den Ronde de Bruges, également au mois de juin. Il a plutôt pas mal couru au mois de juin en plus, donc il va arriver avec pas mal de temps pas mal de rythme déjà, sur ce Tour de France. Deuxième également de la dernière étape du Tour de Belgique. Deuxième également d'une étape de Tirreno et du classement du meilleur, du classement du maillot vert. Enfin, qui n'est pas le maillot vert en plus sur Tirreno, du classement par points, voilà, je vais y arriver. Et c'est vrai que Jasper Philipsen, depuis le début de saison, pour le moment, c'est un des coureurs les plus performants. C'est l'un des sprinteurs qui m'a le plus impressionné, même si cette année, on est sur une saison où on est très proche en termes de différents sprinteurs. Mais c'est vrai que pour le moment, Jasper Philipsen, c'est l'un de ceux qui m'a le plus impressionné. C'est un coureur qui, en plus, a encore pris de la caisse, pris de l'épaisseur, notamment quand on voit sa deuxième place sur Paris-Roubaix. Voilà, il a pris vraiment de l'ampleur. C'est vraiment un coureur qui est désormais très très intéressant dans cette formation alpecin de Koninck, et moi je pense que ça fait partie des coureurs sur lesquels il va falloir compter, et il risque d'être très dangereux dans les prochaines épreuves. Donc c'est vraiment un coureur qui, me semble-t-il, est très intéressant. Et moi, j'espère voir du grand Jasper Philipsen, surtout qu'il a déjà 2 victoires d'étape sur le dernier Tour de France, où il n'avait pas échoué à beaucoup de points en plus, sur le maillot vert. Voilà, il avait pris la 2e place, mais il lui manquait pas grand-chose au maillot vert. Je raconte des bêtises, il lui manquait quand même 200 points. Je pensais qu'il était plus proche que ça. Mais il avait très très bien fini en plus ce Tour de France l'année dernière aussi, parce qu'il avait gagné 2 étapes en deuxième moitié de course. L'étape 15 à Carcassonne, l'étape des Champs-Élysées. Donc lui aussi, il finit bien ses grands tours. Et il passe bien les bosses aussi. Donc c'est un avantage pour Jasper Philipsen pour pourquoi pas tenter d'aller chercher ce maillot vert.
Autre profil assez proche de Philipsen, c'est Mats Pedersen, le Danois, qui double, c'est vrai qu'il enchaîne les grands tours, hein, Mats Pedersen. Ces derniers temps, il a fait la Vuelta, il a fait le dernier Tour de France, il a fait le Giro, il refait donc le Tour de France Mats Pedersen avec la Lidl Trek, qui a un nouveau maillot, cette formation. Alors autant sur le maillot, alors là je ne l'ai pas à l'écran parce que j'ai pris les équipes avant l'annonce du maillot, mais autant le maillot est réussi, le maillot classique est réussi, autant le maillot des champions nationaux, ils ont un peu chié dans la colle. Mais Mats Pedersen, il a quand même 30 jours de course dans les pattes. Donc c'est peut-être un peu plus que d'autres. Surtout, il a quasiment pas couru depuis son abandon sur le Tour d'Italie. Il a juste fait la course sur route des championnats du Danemark. On rappelle une victoire quand même du côté de Naples. Il était bien parti sur ce Tour d'Italie. Il y avait un beau match face à Milan notamment. Bon, problème Covid également. Quatrième de Paris-Roubaix, troisième du Tour des Flandres, cinquième à travers la Flandre, cinquième de Gand-Wevelgem, sixième de Milan-San Remo, vainqueur d'une étape du côté de Fontainebleau à Paris-Nice, vainqueur également du contre-la-montre d'Alès, c'était lors de l'étoile de Bessèges. Il y a eu des bons résultats. Voilà, c'est vrai que son Tour d'Italie, il était vraiment bien sur le Tour d'Italie. Est-ce qu'il va réussir à enchaîner avec un Tour de France? Déjà, est-ce que c'était prévu à son programme en début de saison? Est-ce qu'il va pas avoir un petit peu de mal sur la fin de course, même s'il a fait que 12 étapes sur le Tour d'Italie? Parfois c'est un petit peu compliqué de repartir, de récupérer d'un grand tour, de repartir sur un nouvel objectif, surtout quand derrière il y a quand même une déception, parce qu'il était bien embarqué quand même pour remporter le classement par points de cette course. S'il est au niveau de sa Vuelta de l'année dernière, il va être difficile à battre. Il n'a pas forcément une équipe entièrement à son service. Certes, il a Alex Kirch. Par exemple, il n'y a pas d'Anouleux au départ de cette épreuve. Et surtout, il va falloir faire également avec Skiel Moseux, avec Juan Pedro Lopez, voilà, avec des coureurs et avec une équipe qui va également se concentrer sur le classement de la montagne. C'est un petit peu différent de son Giro où l'équipe était à son service. Quasiment au complet, donc ça va être une petite différence pour Mats Pedersen. Là il a plus une demi-équipe qu'une équipe au complet à son service, donc ça peut également être moins facile pour Mats Pedersen, mais on sait que ça reste un très bon sprinter. Il y a en plus des arrivées en bosse pour Mats Pedersen, donc ça peut être vraiment très intéressant pour lui. C'est vrai que j'ai oublié de dire chez Alpecin, aussi en parlant de Jasper Philipsen, c'est peut-être l'un des coureurs qui a le meilleur train. C'est, je pense, le meilleur train au départ de cette épreuve. Ça va également aider Philipsen. Et du côté de Mats Pedersen, il faudra peut-être plus utiliser les trains de ses adversaires. Il y aura également peut-être Quid Simons également pour aider avec Kirch et Stuyven. N'oublions pas également Tony Galopin, mais c'est vrai qu'à la fois Quinn Simons et Galopin devront peut-être également faire du boulot pour Skiel Moseux. Donc ça peut être pas si facile que ça à gérer. On poursuit avec Guermeil. Alors Guermeil, certes, bon, il a 15 Giro à son actif. Bon, le problème c'est que son Giro de l'année dernière, c'était quand même un sacré Giro. Hein. On est tous d'accord là-dessus. C'est vrai que alors il y a eu du bon et du moins bon cette saison pour Guermeil. Gros début de saison en Espagne. Ensuite, du côté de Tirreno Adriatico, j'avais déjà eu le sentiment que c'était moins bien, qu'on était déjà sur une pente déclinante. Milan-San Remo, ça n'a pas été terrible. Les classiques flandriennes, ça n'a pas été terrible, même avant qu'ils tombent. Mais c'est vrai que ça n'a vraiment pas fonctionné comme il le souhaitait, donc abandon sur le Tour des Flandres. Mais il a fait un bon retour, notamment 4e de la Bruxelles Cycling Classic, vainqueur d'une étape sur le Tour de Suisse, où il a été impressionnant sur cette étape du Tour de Suisse. Hein, vraiment, regardez son sprint, c'était vraiment un grand sprint de qualité qu'a réalisé et qu'a produit Guermeil. Alors, la grande question maintenant pour Guermeil, c'est de savoir comment il va s'adapter à cette ambiance Tour de France, parce que les fans de cyclisme l'attendent, moi je l'attends bien entendu, j'attends de voir ce que ça va donner, mais
On ne parle même pas de l'ambiance en Érythrée. Je ne sais pas si vous avez vu, après sa victoire sur le Tour de Suisse, il y avait 25 mecs d'Érythrée qui avaient fait le voyage. Enfin, c'était juste dingue. Alors je ne te dis pas sur le Tour de France, il va y avoir beaucoup de supporters. Le Tour de France a toujours plutôt réussi ces dernières années, enfin ces 10-15 dernières années aux Africains. On se souvient de la victoire de Robert Hunter. On se souvient également de Nathanael Berham, également, qui avait été performant. Louis Meintjes aussi, qui est sud-africain. Donc ça a plutôt bien réussi aux Africains. C'est, je pense, un super gros objectif. S'il a le même niveau que sur le sprint de la deuxième étape du Tour de Suisse, il va être sacrément dur à battre. Alors ensuite, il a abandonné comme ses équipiers avant l'étape 7, après la mort de Gino Meder, pardon. Je suis un peu fatigué, mais j'ai enregistré la vidéo des grimpeurs juste avant, et ça a été un peu la galère. C'est pour ça qu'il n'y a que 30 images secondes, parce qu'en fait, en 60 images secondes, l'encodage est beaucoup trop long. Mais du côté de Nathanael Berham, il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent se passer pour le coureur érythréen. Donc moi, j'attends de voir ce que ça va donner sur ce Tour de France, parce qu'il a la pression sur les épaules. Il a quand même une équipe qui va être un peu à son service, parce que si tu enlèves Rui Costa, Rui Costa, Meintjes et Calmejane, il y a quand même Tennyson Petit, c'est-à-dire que c'est mieux même que lors de son Tour d'Italie. Il est mieux entouré quasiment que sur le Tour d'Italie. Il y a quand même Georg Zimmermann, Diane Smith également pour l'aider, et puis Zimmermann, je pense, fera un peu de travail. Est-ce que Rui Costa et Calmejane ne vont pas également un peu bosser pour Guilherme? Calmejane, je pensais capable de le faire. Rui Costa, faut voir, mais ça va être très intéressant de voir ce qu'il est capable de faire vraiment sur ce Tour de France. Guilherme, avec encore un peu plus de pression, mais on sait que c'est un coureur qui est très intéressant, et Guilherme, il est vraiment dans le profil type du mec qui peut aller chercher un maillot vert. Parce qu'il passe bien les bosses, parce qu'il a sur un profil un peu Van Der Poel, mais en même temps il accepte de faire des sprints massifs, ce que ne fait plus Van Der Poel depuis maintenant quelques années déjà, et il a le profil quasiment à la Jalabert, à la Jalabert du début, pas la Jalabert de deuxième partie de carrière, mais vraiment il a un profil qui est vraiment le profil idéal pour un maillot vert. Voilà. Il peut aller chercher des points sur beaucoup d'étapes. Je suis pas sûr que les étapes de Issoire, par exemple l'étape de Issoire, je suis pas sûr qu'elle lui fasse peur tant que ça à Guilherme, alors qu'elle peut le faire peur à Philipsen, et que Van Aert, est-ce qu'il aura le bon de sortie, on ne sait pas. Donc ça peut être vraiment intéressant, et lui il peut vraiment aller chercher le maillot vert parce qu'il a un profil qui est vraiment performant sur ce type de course. On poursuit avec une autre catégorie, ce sont les chasseurs d'étapes. Alors c'est des coureurs qui peuvent aller remporter des étapes sur ce Tour de France, mais qui ne joueront pas normalement à la régulière le maillot vert, qui n'en font pas vraiment un objectif totalement du maillot vert. Leur objectif, c'est plus d'aller chercher les étapes. Après, s'ils enchaînent les victoires d'étapes, peut-être que s'ils sont bien placés au niveau du maillot vert, ça sera un objectif, mais c'est pas leur objectif premier. Je commence avec Caleb Ewan, équipe à son service. Alors là, c'est compliqué de faire une équipe plus à son service que Caleb Ewan. C'est-à-dire qu'à part Van Gils, quasiment tout le monde va travailler pour la Lotto Destiny. Et je pense que même Van Gils va bosser pour Caleb Ewan. On a Frison, Van Gils, Vermersch, Guarnieri, qui est son poisson pilote désormais, Jasper De Beust, Pascal Enkorn, Campenart. C'est du solide. Après, Caleb Ewan, il a la pression parce que le patron de la Lotto Destiny, enfin le patron de Destiny même précisément, a dit faut qu'il gagne des étapes. Voilà, il l'a dit, mais vraiment sans aucun problème. La pression est sur ses épaules maintenant. Parce que, à part Caleb Ewan, il y a Van Gils qui peut peut-être tenter quelque chose sur une étape. Le reste, c'est là pour bosser pour Caleb Ewan, quoi. Je vois pas Guarnieri aller chercher l'étape de Limoges. Voilà. Donc ça peut être vraiment compliqué. Caleb Ewan en plus, ça fait depuis... Enfin, il y a eu des grands tours, ça s'est pas très très bien passé quand même pour Caleb Ewan. On est d'accord là-dessus.
que ce soit le Tour de France 2022, le Tour d'Italie 2022, c'est pas très très bien passé. Sa dernière victoire sur un grand tour remonte au Tour d'Italie 2021 avec l'étape de Termoli, l'étape numéro 7. C'est-à-dire que depuis le 14 mai 2021, il n'a pas gagné une étape sur un grand tour. Par contre, il a remporté quand même d'autres sprints, notamment il a été plutôt performant sur les semi-classiques belges du mois de juin, où il a pris 2 deuxièmes places et une victoire du côté du Van. Alors là, vous allez voir encore mon magnifique accent belge. Du Van Merkstein Frances Classic. Je l'ai fait un peu avec un accent allemand de merde. Vous avez sur le Tour de Hongrie, ça n'a pas été si bien que ça avec une 3e et une 7e place, mais il y avait pas mal de sprinters sur le Tour de Hongrie. 2e place sur la première étape de l'UAE Tour, mais il y a eu... Enfin, c'est le seul sprint auquel il a participé. Il y avait beaucoup de densité également sur l'UAE Tour, mais... Quand même, il a eu beaucoup de mal sur les sprints massifs à bien se placer. Alors là, avec une équipe un peu plus à son service, ça va peut-être être un peu plus facile, mais c'est vrai que ça avait été son gros problème sur l'UAE Tour de quasiment pas pouvoir faire les sprints parce que son équipe était assez mal organisée, surtout dans le final des étapes. On rappelle également qu'il a fini 2e de la première étape de Tanouda sur le Tour Down Under, mais pas beaucoup de victoires au final quand même. Il y a une victoire... depuis le début de saison, le Schwalbe classique, mais qui est techniquement pas une épreuve professionnelle, c'est plus un critérium. Donc c'est quand même un peu léger, il n'arrive pas en pleine confiance, il a la pression sur les épaules, il sait très bien qu'il y a aussi des jeunes pousses du côté de cette formation. On a vu notamment la 2e place d'Alex Sigert au championnat de Belgique. Pas oublier non plus Arnaud Delis, même si c'est un petit peu compliqué son retour de blessure. Et c'est vrai qu'il pourrait presque faire penser à la vieille garde de la Lotto Destiny. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivent. Lui, c'est quand même le leader. Il y a un salaire derrière. Il faut un peu mériter son salaire. C'est vrai que ces derniers temps, pour un sprinter, il n'a pas gagné grand-chose. Donc il va être attendu vraiment au tournant sur ce Tour de France et il va falloir qu'il gagne des étapes, sinon ça risque d'être compliqué, mais on sait qu'un Caleb Ewan au top de sa forme et pas mal emmené, c'est vraiment un coureur qui est très très solide et c'est vrai que c'est un peu la force de Caleb Ewan, c'est quand il est au top, quand il est à son summum, il est quand même dur à aller chercher ce petit Australien. 2e coureur également chasseur d'étapes, c'est Fabio Jakobsen. Fabio Jakobsen, alors lui aussi, une équipe à son service, c'est-à-dire qu'à part Julien Alaphilippe, tout le monde, et encore même Julien Alaphilippe, souvent travaille pour les sprinters, mais vous voyez, Tim de Klerk, Cavagna, Asgreen, De Venins, Lampart, Morkov. C'est difficile de faire mieux du côté de la Soudal, il manque peut-être juste Sénéchal, tu vois, pour faire mieux dans cette formation, pour emmener Fabio Jakobsen. Alors pourquoi Fabio Jakobsen, je ne le mets pas pour le maillot vert? Tout simplement parce que c'est quand même un coureur qui passe pas un pont d'autoroute, donc ça c'est quand même un gros problème. On sait qu'il finit pas toujours très bien ses grands tours, C'est vrai que ça a aussi été l'une de ses difficultés. Notamment l'année dernière sur le Tour de France, il avait vraiment pas bien fini. Alors sur la Vuelta 2021, ça avait été pourtant un peu mieux. Sur le Tour de France 2022, ça a été un petit peu compliqué. L'année dernière, il avait été très fort au tout début de course. Ensuite, ça s'était vraiment étiolé au fur et à mesure. Ça reste un coureur qui a vraiment des grandes qualités. Le problème, c'est qu'il faudra qu'il passe ses premiers jours de course. Ça déjà, du côté de Jakobsen. Ça peut être un problème notamment pour l'étape de Bayonne, c'est-à-dire que s'il arrive déjà un peu émoussé physiquement, il peut avoir un sprint un peu plus compliqué à Bayonne et perdre des points. Et de toute manière, on sait qu'il y a certaines étapes où il ne passera pas et où un Van Aert, un Guilhermet, eux passeront. Donc forcément, il prendra des points de retard à ce niveau-là. Et comme il finit rarement très bien ses grands tours, ça peut être également un problème. Fabio Jakobsen, qui en plus est dans une situation assez atypique parce qu'il est en fin de contrat avec la Soudal Quick-Step. On nous dit quand même des grosses rumeurs comme quoi il irait chez DSM, qui va récupérer un petit peu de liquidité, donc il va pouvoir se payer un bon sprinter. On sait qu'il est sur le marché, voilà. On sait que Soudal Quick-Step, c'est déjà qu'ils vont le perdre, parce qu'on sait que Soudal Quick-Step, déjà il y a Merlier, même s'il n'a pas été choisi. Alors je pense pas que Sam Bennett revienne, mais un Arnaud Démare peut les intéresser. Voilà, donc on sait que
voilà, il y a des discussions avec plusieurs équipes. Arnaud Démarre, il a des discussions avec la Lidl Trek, il y a des discussions avec Arkea, il a des discussions également avec Soudal Quick-Step. Pour l'instant, c'est seulement des discussions. Il n'y a rien de finalisé, il n'y a rien de signé. De toute façon, normalement, on ne doit pas annoncer les contrats avant le 1er août. Mais on sait qu'il y a des grosses rumeurs là-dessus. Et Fabio Jakobsen, on sait que c'est quasiment fait à la DSM. Il sera à la DSM l'année prochaine. Normalement, à part grosse surprise, vu le nombre de rumeurs insistantes sur Fabio Jakobsen. Donc on va voir voilà, si ça se passe pas bien d'entrée, est-ce qu'ils vont pas donner les clés du camion à un autre coureur. Puis Fabio Jakobsen, voilà, faut qu'il passe les premiers jours de course. Et puis c'est vraiment par exemple l'étape de Nogaro peut très bien lui convenir. C'est sur ces étapes-là où il faudra que où la force de son équipe peut vraiment l'aider. Mais c'est pas le seul à être dans cette situation-là. Jasper Philipsen aussi, il va avoir un train à son service. Donc Caleb Ewan va être dans la même situation. Donc est-ce que le train Soudal Quick-Step est meilleur que le train Alpecin? Pas si sûr que ça. Donc ça aussi, ça peut être un problème pour Fabio Jakobsen. Mais il a Morkov et ça c'est toujours un avantage d'avoir Morkov, même si Morkov est quand même plutôt dans une pente déclinante en termes de forme. On continue avec Ronno Wegen. Alors Ronno Wegen, c'est l'un des sprinteurs au final qui a le plus gagné. Bon, c'est dommage qu'il n'ait pas gagné des grosses courses. Il a souvent gagné sans grosse adversité. Lui aussi, il va avoir une demi-équipe, on va dire, peut-être voire même un peu plus qu'une demi-équipe, parce que vous avez Durbridge, vous avez Renders, vous avez qui peut peut-être bosser pour lui. Vous avez Mesgeck également, qui sera son poisson pilote. Jules Johnson, qui je pense va travailler également pour Ronno Wegen. Et puis Ronno Wegen, on sait que lui aussi, quand il est au top, il est capable de gagner des grosses courses. Il a gagné 2 étapes sur le Tour de Slovénie. Une étape, l'Avenandal Classic. Il a gagné la première étape du Tour de Hongrie. Il a gagné également une étape sur l'UAE Tour. Et il a gagné une étape sur le Tour d'Arabie Saoudite. On arrive bien à 6. Le problème, c'est qu'à part sur l'UAE Tour, quasiment, parce que sur le Saudi Tour, il y avait quand même Milan sur le Saudi Tour de tête, mais sinon il n'a pas gagné quand il y avait vraiment une forte opposition. C'est peut-être un petit peu ce qu'on peut lui reprocher à Dylan Groenewegen. Mais ça a l'air de plutôt bien se goupiller, c'est-à-dire qu'on a senti quand même sur les différentes courses que l'organisation de son train elle était quasiment parfaite, c'est-à-dire que pour le moment dans cette formation il n'y a pas de souci au niveau de l'organisation du train de Dylan Groenewegen, et ça c'est plutôt intéressant. Après, on va voir ce que ça va donner. On sait très bien que lui aussi, il passe pas trop les ponts d'autoroute, mais il a quand même progressé dans ce domaine-là. C'est vrai qu'avant, il était encore plus mauvais que ça. Il a vraiment progressé dans ce domaine-là, Dylan Groenewegen. Et puis, on verra aussi comment ça peut se passer pour le coureur néerlandais. Mais quand même, ces dernières années, souvent, il a été bon sur les premières semaines de Grand Tour. Là, il y a des opportunités sur cette première semaine. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, encore une fois, Mesgeck, c'est aussi un bon poisson pilote. Donc, c'est toujours bien de l'avoir dans son équipe. Et puis, je termine avec un dernier chasseur d'étape. Ça sera Phil Bauhaus. Parce que je suis quasiment sûr que ça se prononce comme ça. Tous les noms allemands, on les prononce très mal. En cyclisme, on ne les prononce pas avec l'accent. B-A-U, c'est Bao, normalement. Donc c'est Bauhaus, normalement, qu'il doit falloir dire, je pense. C'est comme Tourussoft. Moi, ça m'énerve quand tout le monde dit la légende de Thor. Non, c'est la légende de Tours. Si c'est Tourussoft, c'est la légende de Tours. Je suis désolé, c'est norvégien d'un côté comme de l'autre. Donc Phil Bauhaus, alors, une moitié d'équipe aussi. Mohoric, Fred White et Niklas Arndt. Pas mauvais poisson pilote, Niklas Arndt en passant aussi. Fred White qui va aussi, je pense, faire le boulot sur les étapes les plus plates. On lui donne enfin sa chance sur le Tour de France. Parce que c'est vrai qu'il a eu un peu ce problème-là, c'est que pendant très longtemps, on ne lui donnait pas sa chance sur les grands tours. Chez Sunweb, au début chez Bahreïn, même chez Bora, il n'était pas sur les grands tours. Il a que ça va être son 4e grand tour et son premier Tour de France. Donc là aussi, on va voir comment il va gérer ça. Ça reste quand même un bon sprinter. Ça reste un sprinter qui est plutôt régulier sur les arrivées plates. Par contre, il a parfois du mal à en claquer une. C'est-à-dire qu'il est souvent dans le top 5.
Mieux que le top 5, parfois c'est compliqué. Troisième et deuxième sur les deux premières étapes du Tour de Slovénie. Deuxième et quatrième sur les deux premières étapes du Tour de Hongrie. Deuxième et sixième et quatrième sur les 3 sprints de Tirreno. Sixième de la première étape de l'UAE Tour. Et il avait gagné la première étape du côté de Tanouda du Tour de Lander. Donc c'est-à-dire qu'il n'a qu'une victoire depuis le début de saison. C'était lors de son 3e jour de course. Mais du côté de Bauhaus, il va falloir voir également comment on réagit à la mort de Gino Mäder. Je rappelle qu'il était allemand. Donc je pense qu'il était assez proche de Gino Mäder, qui était suisse. Je rappelle que là aussi il y a le umlaut sur le A. Et du côté de Bauhaus, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que il est capable de faire un beau sprint et de gagner une étape. Moi je viserais plus pour lui jusqu'à Moulins, parce que après l'étape de Moulins ça sera peut-être plus compliqué en 3e semaine. Il y aura des questions de récupération et lui aussi ça fait partie des mecs qui grappent pas très bien les bosses. Pourtant il fait un 84 pour 71 kg, donc il pourrait passer les bosses, mais c'est pas le meilleur pour passer les bosses. Mais j'attends de le voir sur vraiment des grosses oppositions de grand tour, voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'à 28 ans, on l'a peu vu dans cette situation-là, avec des grosses oppositions de sprinters. C'est un peu dommageable. Et puis, il a quand même eu Mark Cavendish à son service aussi pendant quelques jours. C'était le Tour d'Arabie Saoudite 2020, avant la Covid, et ça avait été plutôt intéressant également face à Nasser Boigny, notamment à l'époque. Donc c'est un coureur qui sait bien sprinter, c'est un coureur qui est assez intéressant. On poursuit du côté des sprinters avec les grosses surprises. Et je commence la première grosse surprise, peut-être pour le maillot vert, c'est Fred White. Fred White, c'est quand même un coureur qui a une bonne vitesse de pointe. Le problème, c'est que là, il va y avoir Bauhaus devant lui, mais imaginons que Bauhaus soit en difficulté dès les premiers jours de course. Ou imaginons que Bauhaus, sur le premier sprint à Bayonne, ça se passe pas très bien. On pourrait peut-être inverser les positions avec Fred White. Et Fred White, c'est un coureur qui passe très bien les bosses. C'est un coureur qui a une très grande résistance, donc qui n'hésite pas à aller en échappée et est plutôt très résistant dans les échappées. Donc moi, ça peut être parmi les coureurs qui peuvent faire un bon classement au niveau du maillot vert. Fred White peut être dans cette catégorie-là parce que le coureur britannique a déjà montré des très belles choses, notamment lors du Tour de France l'année dernière, mais également lors du Tour d'Espagne l'année dernière. Il avait montré aussi qu'il arrivait à enchaîner les grands objectifs. Fred White, depuis le début de saison, il est peut-être légèrement en retrait. Par contre, peut-être un peu moins fort que l'année dernière, un peu du mal à enchaîner, mais il est monté un petit peu en puissance, notamment sur les championnats de Grande-Bretagne qu'il a remporté, où il avait fait 2e du contre-la-montre, et également 3 top 10 sur le Dauphiné. Mais c'est vrai qu'il a assez peu couru, lui aussi, 30 jours de course. Il a eu une grosse pause entre Paris-Roubaix et le Dauphiné, où il a eu un petit peu du mal à remettre la machine en route. Mais bon, là, le Tour de France a l'air d'arriver au bon moment pour lui. Le Dauphiné lui a fait du bien et il est en confiance après son titre sur les championnats de Grande-Bretagne, où il a très très bien manœuvré dans le final, il faut le dire. On poursuit avec un autre coureur que Fred White, c'est du côté de la Cofidis, c'est Bryan Coquard. Enfin sur le Tour de France, Bryan, parce que l'année dernière, il devait faire le Tour de France, et puis la Covid est passée par là, malgré le fait qu'il était asymptomatique, il n'a pas participé à la course, et c'est Pierre-Luc Périchon qui l'avait remplacé, et ça avait à la dernière minute, ce qui a été une grosse déception pour lui. Alors il a fait la Vuelta, mais c'était quand même un peu compliqué parce que reprogrammer un autre objectif comme la Vuelta, c'était pas forcément très simple pour lui, surtout que il n'y avait pas Benjamin Thomas, il lui manquait des coureurs. On notera que chez Cofidis, il n'y a pas de Benjamin Thomas. Ça c'est on sait qu'il fait aussi les championnats du monde sur piste. Pas forcément facile d'enchaîner ces deux grands objectifs. C'est le même problème avec Victoire Berthaud. Et je crois avec Marie Lenette aussi. Les championnats du monde étant au mois d'août cette année, c'est un peu difficile d'enchaîner par rapport à d'habitude. Mais du côté de la Cofidis, alors certes, on vient avec Guillaume Martin et Yannis Aguirre, mais il n'est pas seul, Bryan Coquard. Notamment, il y a Axel Zinglet, notamment, il y a Alexis Renard. On verra également le rôle qu'aura Anthony Perez
ou un Simon Geschke qui ont déjà fait des boulots également pour des sprinters. Bryan Coquard, on va pas revenir, qui a remporté sa première victoire en World Tour cette année, qui arrive quand même plutôt en confiance, qui a fait deuxième d'une étape du Tour de Suisse également, je crois me rappeler, peut-être que je me trompe sur le Tour de Suisse. Non, il a fait 3. Voilà, c'était sur la fameuse étape un peu particulière du samedi. 2 victoires sur le Région Pays de la Loire Tour où il avait été très très bon avec seulement un coureur pour le lancer. Donc il sait aussi faire avec des trains réduits, même si, encore une fois, c'est toujours préférable d'avoir quand même 2-3 coureurs avec lui. Et puis sur le Tour de Lander, où Alexis Renard avait fait un sacré boulot. Premier Tour de France depuis quand même quelques années pour Bryan Coquard, depuis 2021. Non, il avait fait en 2021 le Tour de France. Où il avait abandonné. Il n'avait pas vraiment le bon timing en 2021. C'était la dernière année chez BNB Hotel. Ça s'était pas très très bien passé. Mais voilà, ça va être son premier Tour de France avec la Cofidis. Lui aussi, il est en fin de contrat. Moi, à sa place, je renouvellerai si Cofidis me proposait quelque chose. Parce que je ne sais pas si je vais trouver aussi bien ailleurs. Et surtout, on laisse quand même assez libre de sa manière de courir. Puis Bryan Coquard, c'est quelqu'un qui est capable de partir en échappée aussi, donc de marquer des points pour le maillot vert du côté de l'échappée. Donc Bryan Coquard, ça peut être une carte à jouer, même si c'est un sprinter qui est moins puissant que ses adversaires. Forcément, en 71-59 kg, c'est moins fort qu'un Jacobsen qui fait un 81 pour 78, je crois, de tête. Donc forcément, il est un peu moins puissant, mais c'est un coureur super habile. Après, la question que je me pose avec Bryan Coquard, c'est bon, au niveau de la piste, il en a fait aussi. Je ne sais plus s'il est encore avec l'équipe de France de piste, parce que ça a toujours été un petit peu compliqué entre Bryan Coquard, sa saison sur route et sa saison sur piste. Mais est-ce qu'il va faire les 3 semaines de course, ou est-ce que il n'est pas dans l'équipe pour la poursuite, parce qu'à une époque il faisait partie de l'équipe de poursuite, je ne sais plus si c'est encore le cas, ou est-ce qu'il ne va pas faire l'américaine, parce que c'était aussi à une époque un coureur qui faisait parfois l'américaine. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser pour cette 3e semaine, et ce qui fait qu'il sera obligé d'abandonner la course un peu plus tôt. On poursuit avec les grosses surprises. Mozzato, et oui, alors Mozzato, on le connaît un petit peu, il était l'année dernière chez BNB Hotel. Forcément, à la fin de la BNB Hotel, ça faisait partie des coureurs qui étaient un petit peu courtisés par beaucoup d'équipes. Il a rejoint Arkea Samsic. Et il se retrouve à être leader du côté des sprints de cette formation, parce que Nasser Boigny n'a pas vraiment retrouvé son niveau. Est-ce qu'on verra Nasser Boigny sur la Vuelta? Est-ce qu'il restera même chez Arkea? C'est une question. Coureur qui n'avait qu'un an de contrat chez Arkea, donc qui joue peut-être un petit peu son avenir également sur cette épreuve. 5e du Sama, notamment cette saison, 6e de la route Adélie de Vitré. 6e du Tour de Romandie. Pas forcément le sprinter le plus régulier, on va pas se mentir, du côté de Mozzato, mais c'est un peu comme Bonifacio. C'est des coureurs qui sont capables, sur un coup d'éclat, 2 coups d'éclat, d'aller chercher des très très bons résultats. Et puis je rappelle que chez Arkea, on a quand même un David Decker qui a fait 2e d'une étape sur le Tour d'Italie, donc pourquoi pas avec Luca Mozzato, surtout que lui aussi il passe très bien les bosses. Mais son gros souci à Mozzato, c'est la régularité. C'est vrai que c'est un coureur qui a un petit peu du mal de ce côté-là. On poursuit du côté des coureurs de ce Tour de France avec une autre grosse surprise peut-être. Ça serait Sam Welsford, le coureur de la DSM. Sam Welsford, lui aussi, c'est un coureur qui est encore récent sur le cyclisme sur route, parce qu'il a fait pas mal de pistes dans sa carrière. Sam Welsford, l'école australienne, l'Écosse d'Océanie de la piste. Sam Welsford qui a rejoint la DSM l'année dernière, qui a fait comme des bonnes choses, notamment sur les 4 jours de Dunkerque, vainqueur du Grand Prix Cric-et-Lyon cette année, 2 étapes sur le Tour de San Juan également, les 2 dernières étapes. C'est un sprinter qui aime quand il y a de la bagarre, qui aime jouer des coudes, Sam Welsford. Vraiment, c'est pas le dernier à mettre le coude dehors. Sam Welsford, on est d'accord là-dessus. Il sera bien entouré parce qu'il aura quand même de Ken Kolb, même si c'est pas le meilleur poisson pilote de l'histoire, Nils
Ekoff également, Mathieu Dinam également dans cette formation. Pourquoi pas Kevin Vermarke également, l'américain. Mais du côté de Sam Welsford, c'est vraiment une belle carte que peut jouer la DSM. Et puis la DSM, il cherche quand même un top sprinter. Sam Welsford, il veut peut-être aussi trouver une autre équipe, parce que si Jacobsen rejoint la DSM, ça serait peut-être pas mal du côté de Welsford de trouver une autre formation qui voudrait bien l'accueillir. Forcément, faire un top 3 sur une étape du Tour de France, ça vous ouvre un petit peu des portes pour le coureur de 27 ans. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour lui d'aller trouver des solutions dans les sprints. Et encore une fois, lui, il sait se faufiler. Alors c'est pas non plus le coureur qui va passer le mieux les bosses, mais il sait très bien se faufiler. Et il a été, alors il a fait pas mal de places d'honneur cette année. Sur le ZLM Tour, sur le Shell de Price, sur la Venendal Classic, voilà, où il est dans le top 5. Voilà, pas mal de top 5 cette saison. Il avait été très bon sur le Tour de San Juan. Bon, voilà, c'est toujours particulier le Tour de San Juan. Après, il faut faire attention avec lui, c'est qu'il est capable également de se faire pas mal déclasser, Sam Welsford, sur cette épreuve. On continue également avec Boris Kjeld. Pourquoi j'ai mis Boris Kjeld ? Et ben lui aussi, pas forcément le coureur le plus connu, c'est pas forcément le nom qu'on donnerait en premier chez Uno X. On donnerait plutôt un certain Alexander Kristoff, sauf que Kristoff cette année n'a pas été foufou. Boris Kjeld, techniquement, ça serait plutôt le poisson pilote d'Alexander Kristoff. Mais c'est quand même un coureur qui a également des très bonnes qualités. Sprinter avec une belle résistance. Je rappelle également champion du monde espoir du contre-la-montre. Voilà, il faut le rappeler. Et c'est un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse, qui est très résistant physiquement. Vainqueur également du championnat de Norvège, du contre-la-montre. Vainqueur du contre-la-montre du Tour de Belgique également. Et vainqueur d'une étape du côté du Saudi Tour, où il avait un petit peu surpris son monde lors de cette étape. 15e de la Classica de Almeria. Et il a aussi souvent servi de poisson pilote à Alexander Kristoff. Pur produit de la formation norvégienne, il a commencé chez Joker pour ensuite aller chez Noix, contrat jusqu'en 2026. C'est vous dire qu'on mise beaucoup sur lui et vraiment il a une bonne vitesse au sprint et c'est assez rare ces profils-là de coureurs de contre-la-montre. Alors on a eu des bons sprinters et des pas mauvais je pense un Torusoft était pas mauvais sur les prologues, Tom Boonen aussi était pas mauvais sur les prologues, mais lui il est bon sur les contre-la-montre longs de championnat du monde et ça c'est beaucoup plus rare et puis avec une bonne pointe de vitesse, donc c'est pour ça que je me dis allez, pourquoi pas, si en plus Kristoff, ça se passe pas très bien, ça peut être un coureur intéressant. Parmi les coureurs moyens, j'ai mis donc Alexander Kristoff. Quelle transition exceptionnelle. Kristoff, alors, j'ai peu suivi de course avec Alexander Kristoff à part en tout début de saison. C'est vrai que j'ai pas vu son Tour de Belgique. Il a gagné également une étape sur le Tour de Norvège du côté de Stavanger. Mais moi, sur les courses que j'avais vues, je l'avais pas trouvé si dingue que ça. Sur le Tour de l'Algarve, il faut quand même noter l'énorme travail de Boris Kjeld qui fait, je crois, 3 de cette étape-là. Et qui fait quand même, je dirais, 90% du boulot. Le Het Nieuwsblad, il part en échappée le matin, je crois me rappeler, pour finir 4e de tête. Et ensuite, j'ai pas vu son Tour de Norvège, j'ai pas vu son Tour de Belgique. J'ai pas pu suivre ces deux courses parce que c'était en même temps que le Giro pour le Tour de Norvège, en même temps que le Tour de Suisse pour le Tour de Belgique. Mais j'ai pas le sentiment que Kristoff soit vraiment fantastique aujourd'hui et puis on sent qu'il y a un peu une passation de pouvoir. C'est vrai qu'Alexander Kristoff ça a été un des meilleurs coureurs du peloton, un des meilleurs sprinteurs du peloton. On a vraiment l'impression qu'il y a un peu une passation de pouvoir. De toute façon c'était un petit peu l'objectif qui rejoint Uno X pour vraiment transmettre
son expérience dans la logistique de cette formation et ça lui leur a permis également d'être invité sur le tour. Je pense que s'il n'y avait pas eu qu'Alexander Kristoff, Christian Prudhomme aurait peut-être réfléchi un peu plus longtemps avec d'autres formations. Ils auraient été peut-être un petit peu en bisbille avec peut-être Eolo Kometa ou d'autres équipes. Là, ça leur a permis d'avoir ou avec Euskatel, Euskadi également. Donc là, ça leur a permis d'avoir une invitation plus facilement. On poursuit avec Sagan. Peter Sagan, est-ce qu'on le met encore parmi les sprinters? Voilà, c'est toujours compliqué. J'ai envie de dire, le problème, c'est que dans cette formation Total Energy, on n'a pas pris de Jason Tesson. Donc c'est Sagan ou Sagan. Sur le Tour de Suisse, il n'y a pas eu forcément des grands résultats, mais il m'avait l'air un peu plus en forme, notamment sur l'étape 2 que d'habitude. Sur le Tour de Slovaquie, il a pris la 2e place, mais sur une chute. 4 jours de Dunkerque, 6e et 4e sur 2 sprints, 8e de général au final. Et puis sur le Tour de San Juan, il avait fait plusieurs top 10, mais il n'avait pas forcément été non plus si exceptionnel que ça. Donc c'est difficile, Sagan. Et il a été 3 mois de suspension de permis. Voilà, conduite en état d'ivresse du côté de Monaco à 3h du matin. Ce qui confirme un petit peu le fait que ce que je disais, c'est qu'il a plus trop la tête au cyclisme. J'ai l'impression qu'il a plus trop la tête au cyclisme. Voilà, quand on voit ce genre de choses, c'est pas top. On va pas se mentir. Du côté de Peter Sagan, je me demande, Total Energy pour le moment le garde dans sa sélection pour le Tour de France. Mais c'est vrai qu'on aurait presque pu se poser la question. Est-ce que le fait d'être condamné pour une infraction, est-ce que derrière tu peux continuer à avoir ton rôle de sportif professionnel? Certains vont dire c'est qu'un permis, oui, mais bon, c'est-à-dire qu'il conduisait en état d'ivresse, ça aurait pu être la même catastrophe qu'avec un acteur très connu. Donc du côté de Peter Sagan, toujours un peu compliqué, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que sa fin de carrière, et c'est un peu la comparaison avec Chris Froome, quoi. Les deux fins de carrière sont pas top. Alors c'est vrai que Chris Froome, il a encore l'excuse de l'accident, que n'a même pas Peter Sagan. Je crois vraiment qu'il a plus la tête au cyclisme aujourd'hui, le Slovaque. Et il n'y a pas vraiment de solution de rechange, parce qu'on sait très bien que Turgis, c'est pas un pur sprinter. Boisson-Hagen, il a plus les cannes de ses 20 ans non plus. Il y a un peu Peter Sagan ou Peter Sagan. Si Peter Sagan il est pas bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. On poursuit avec Mark Cavendish. Là aussi, alors certes, il a gagné une étape sur le Tour d'Italie où c'était pas mal le dernier jour, aidé par Geraint Thomas, mais c'était quand même pas mal. À part cette victoire-là, c'est vrai que le reste, sur le ZLM Tour, il a été de nouveau, il a complètement disparu. Il y avait une 3e place sur le Shed des Prize et une 3e place sur la première étape de l'UAE Tour. Mais je rappelle que c'était une étape où il y avait eu des coups de bordure et qui devait être une vingtaine dans le peloton. Alors là, l'avantage, c'est que par rapport au Tour d'Italie, il a Chesbol pour l'emmener. Alors on va même se poser des questions. Qui va être... est-ce que c'est Chesbol qui va emmener Cavendish ou est-ce que c'est Cavendish qui va emmener Chesbol? Après, à part, il y a Moscon, peut-être Fedorov pour rouler un petit peu, et Luis Sanchez, mais qui a fait également le Tour d'Italie. Donc il faut voir également comment on a bien récupéré du côté de Sanchez et de Cavendish, parce qu'ils sont quand même pas tout jeunes, ces deux-là. Moi, j'ai quasiment tout le temps regardé du cyclisme avec Luis Sanchez. Non, je l'ai connu jeune. Je l'ai connu quand il a gagné ses Paris-Nice, moi, notamment Sanchez. Oui, c'est particulier, quoi, quand même, Cavendish aussi. C'est-à-dire que à la pédale, en première semaine, je ne le vois pas gagner un sprint. Ou je serais assez surpris. En 3e semaine, il peut y avoir des opportunités. S'il y a un peu moins de concurrence, ça peut peut-être un peu plus le faire, notamment en Poligny. On rappelle que s'il gagne une étape, il bat Eddy Merckx, il bat le grand Eddy, comme on dit dans le plat pays. Donc ça peut être aussi un record à aller chercher. Alors bien entendu, on n'est pas sur les mêmes catégories de coureurs, on n'est pas sur les mêmes générations de cyclistes, mais ça permettra à Cavendish peut-être de rester encore un peu plus dans l'histoire
même si pour moi, bon, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Hein. Il est pareil que Petaki, que Adbouv Japarov, McEwen, Darigad aussi, parmi les routiers sprinteurs. C'est de ce niveau-là. On poursuit après Cavendish avec Corbin Strong du côté d'Israël. J'ai peur que ça soit un peu léger quand même Israël avec Corbin Strong. Alors déjà parce que Guillaume Boivin va l'emmener, mais à part Guillaume Boivin, allez peut-être un Chris Neyland. J'ai peur quand même qu'il soit un peu seul du côté des sprints. Et Corbin Strong, alors il peut être performant sur les sprints en léger faux plat montant. C'est vrai qu'il n'est pas mauvais dans ces sprints-là. Il a déjà fait des places d'honneur, notamment cette année, mais même les années précédentes. Par contre, sur les sprints tout plat, c'est quand même moins sa tasse de thé au Néo-Zélandais. Deuxième année chez Israël, il a remporté notamment une étape du Tour de Grande-Bretagne l'année dernière. Sur la route d'Occitanie, il a fait 3 top 5, donc ce qui montre qu'il est quand même plutôt en bonne condition physique. C'était même ses meilleurs résultats de l'année quasiment, avec une 4e place également sur la dernière étape du Tour de Catalogne en 2022. Il avait remporté donc la première étape du Tour de Grande-Bretagne. Et c'était tout, mais il avait eu quelques places d'honneur. Voilà la Coppa Bernucchi, notamment avec une 2e place et la 5e place du Grand Prix de Wallonie. Donc ça montre qu'il n'est pas mauvais sur les épreuves comme ça, mais ça risque d'être quand même un peu difficile sur les sprints purs. Et puis on poursuit avec Lars van der Berg, le coureur de la Groupama. Alors oui, profil sprinter, mais obligé de bosser pour David Gaudu. Alors, est-ce qu'on lui laissera des opportunités pour aller tenter de faire quelques sprints ? Je sais pas trop. Et puis déjà, bon, c'est plutôt son frère en plus qui est meilleur sprinter que lui. Mais je pense que oui, ça va être un peu compliqué pour Van der Berg d'avoir la possibilité de tenter sa chance, même s'il a une petite vitesse. Il a un profil aussi plus puncher même que sprinter. Bon, après, on verra, mais je pense qu'il travaillera pour la Groupama FDJ, même s'il y a Olivier Lega qui pourrait bosser également pour lui. Je pense qu'il va plutôt travailler pour David Gaudu. Labora également, j'ai mis moyen, parce que je crois pas trop en Jordi Meus. Alors, s'il y a bien un sprinter qui passe bien les bosses, c'est Jordi Meus. Déjà parce que bon, un beau bébé, 1m90, 80 kg, mais c'est pas le mec qui passe le mieux les bosses et surtout qui passe les longues bosses, c'est-à-dire qu'au-delà d'un kilomètre c'est quand même compliqué. Alors certes il a remporté Paris-Bourges, même si je suis un fan de Paris-Bourges, bon la côte de Chavignol c'est 1 km, donc ça reste un effort assez court. C'est pas forcément là où il est le meilleur. Et puis il devait être dans une sacrée bonne journée pour gagner cette étape, et ça n'avait pas dû rouler très vite sur Paris-Bourges cette année-là, parce que c'était l'année où Arnaud Démare, je sais plus, il est derrière lui, il se fait déborder au dernier moment, Arnaud Démare. Du côté de sa saison, une victoire, c'était le circuit de Charleroi Wallonie. Sinon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. 3e de la Bruxelles Cycling Classic. J'ai été assez surpris qu'on le privilégie à Sam Bennett. C'est la 2e fois que ça arrive à Sam Bennett, un peu ce genre de situation où il se fait dégager de l'équipe alors qu'il était plutôt prévu qu'il y participe. C'est arrivé une fois également sa dernière saison chez Quick-Step. Moi, Jordi Meus, parfois il est capable de faire des très bonnes choses, mais là aussi pas super régulier, et puis c'est pas le mec qui sait le mieux frotter du peloton. Alors l'avantage c'est qu'il va avoir quand même Danny Van Poppel à son service, l'un très bon poisson pilote, et également Nils Politt et Mark Waller. Donc ça peut être intéressant, mais je pense que ça va être compliqué pour Jordi Meus. Voilà. Et je suis même pas convaincu qu'on le voit sur un sprint, parce que l'étape 3, il va falloir déjà y arriver à l'étape 3, et vraiment il n'est pas bon en montagne. Et puis je termine avec Trentin. Alors il a peut-être tenté le coup sur certaines étapes, mais c'est un peu comme Vandenberg, c'est-à-dire que Trentin est un peu seul chez UAE, et je pense qu'on a d'autres objectifs que d'emmener à la victoire Matteo Trentin. Mais il faut toujours se méfier d'un Matteo Trentin dans un petit groupe. Lui, il est capable de se débrouiller quand même plutôt seul. Alors, il y a des équipes qui sont absentes. Bon, je vais résumer assez vite. EF, il n'y a pas vraiment de sprinter. Il y a Kort Nielsen, mais bon, ça fait depuis quelques temps quand même qu'on ne l'a pas vu sur un sprint massif.
On sent que c'est plus forcément son domaine de prédilection aujourd'hui à Kurt Nielsen. Du côté de la Movistar, là aussi, il n'y a pas de sprinter du côté de la formation espagnole. On est venu pour Enric Mas. On poursuit un petit peu avec AG2R. Là aussi, on est venu pour Ben O'Connor. Alors, il y a Stan de Wolf, mais bon, Oliver Nezen et Stan de Wolf, ils vont peut-être réussir à faire 10 sur un sprint massif, entre 8 et 10, mais ils n'arriveront pas à faire beaucoup mieux. Et puis Ineos également, c'est pas Pidcock qui va faire les sprints. Voilà, ils n'ont pas pris de Ethan Ether ou un coureur de ce profil-là pour aller jouer les sprints. Donc là aussi, on jouera peut-être les échappées sur les étapes de plat de la part des Ineos, mais on ne devrait pas jouer les sprints. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!